Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la dernière étape du Tour de Catalogne, circuit autour de Barcelone, du circuit de la côte de Montjuïc, dans le quartier de Montjuïc, le quartier des Jeux Olympiques de Barcelone. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé dans cette journée. Ça a été quand même assez calme. Et puis on parlera des coureurs au top et des flops. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu, que ce soit sur cette étape ou sur la semaine. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez également voir les vidéos short, les TikTok. Comme ça, vous êtes au courant en plus. Cliquez le plus rapidement possible si vous mettez toutes les notifications. Et puis, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, eh bien, vous pouvez faire un super thanks et je remercie grandement les gens qui le font. Tour de Catalogne, dernière étape. Eh bien, on a fini avec ce fameux circuit autour de Barcelone sur une course avec un très gros rythme encore. J'ai oublié de vérifier la moyenne sur cette journée. On était quand même à 44,6 de moyenne quand on sait la difficulté du circuit de Montjuïc, de Montjuïc, je sais jamais comment on doit le dire. C'était quand même assez impressionnant, hein. Ça a roulé très très fort parce qu'on a eu pas mal d'attaques. On a eu une échappée qui a résisté très longtemps, notamment Georg Steinhauser du côté de l'AEF qui a fait une très belle course. C'est parce que je n'en parle plus ensuite, mais il y avait Okamika, Anderson, Woods, Janssen qui était dans cette échappée, qui a tenu pendant très 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 longtemps. Grosse chute à 40 km, un peu plus de 40 km de l'arrivée, qui a touché notamment des Cofidis à ce moment-là. Et puis ensuite, on a eu le circuit final. Il n'y a pas eu de grande chambardement, mais on a senti que tout le monde était un petit peu fatigué. Il y a eu pas mal de moments où on a fait un premier tour très rapide, un premier passage de Montjuïc très rapide. Le deuxième passage déjà, on sentait que c'était un peu plus compliqué pour les coureurs. Il y a eu des gros moments de temporisation, il y a eu notamment des attaques. Je pense à Guillaume Martin qui a tenté de profiter d'un moment de calme à un tour de l'arrivée. Et puis dans le final, eh bien, Pogacar a tenté après une attaque de Stephen Williams, mais il a eu du mal à suivre Stephen Williams. Puis après dans la descente, ça a temporisé. Il y a eu une attaque d'Almeida, une attaque de Tiberi également. Et au final, on a eu un sprint avec Dorian Godon qui a été très bien lancé par Alex Baudin. Mais Pogacar a réussi à se faufiler vers le côté gauche de la route et a gagné cette nouvelle étape. Quatrième victoire sur cette Vuelta pour Tadej Pogacar. On regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, je commence avec Tadej Pogacar. Performance quand même assez exceptionnelle encore une fois de 4 victoires sur 7 jours de course. En sachant qu'il aurait pu avoir une cinquième, ça s'est joué à pas grand chose avec Nick Schulz lors de la première étape. Il a dominé, mais alors des épaules de partout cette épreuve, Tadej Pogacar. Moi, ce que j'ai aimé aujourd'hui, c'est que les jours précédents, c'était le plus fort. Donc c'est sûr que quand tu as les meilleures jambes sur une étape de 4000 mètres de dénivelé positif, c'est plus facile de s'imposer. Aujourd'hui, je suis pas sûr que c'était le plus fort, mais il a été assez intelligent. Déjà parce qu'il a laissé faire les autres. C'est pas mal d'autres équipes qui ont roulé aujourd'hui. Ils ont roulé un petit peu, mais il a un peu laissé faire les autres, notamment dans le circuit final. Quand il y a Stephen Williams, on sent qu'il a du mal à le suivre et je pense qu'il a surtout pas voulu se mettre dans le rouge. Il a voulu un petit peu gérer son effort parce que Stephen Williams a fait vraiment une très très belle attaque. Et ensuite, il attend dans la descente. Il envoie, il y a Almeida qui part en éclair. Il encourage, je pense, Almeida en le disant plus il tient, mieux c'est, parce que moins on me regarde et moins on me contrôle. Et ça a très bien marché aussi. Et puis après, dans le final, je pense qu'il a sprinté au bon endroit. Je pense qu'il y avait un petit peu de vent, peut-être de côté. Normalement, il y avait un petit vent de sud qui était prévu aujourd'hui. Donc normalement, sur cette ligne droite finale, le vent était légèrement de côté si les prévisions étaient bonnes. Et lui, il sprint. Je pense que peut-être Godon l'a un peu protégé à ce moment-là, quand il lance son sprint, parce qu'il remonte quand même très fort sur Godon. Alors, il est costaud, il a une bonne pointe de vitesse Pogacar, mais Dorian Godon est pas un branquignol non plus. Après, peut-être aussi qu'il y a une différence de niveau. Dorian Godon
Et encore à un mois, par exemple, de l'Amstel, un petit mois de l'Amstel, donc c'est vraiment un objectif, je pense, pour Dorian Godon, parce que c'est une course qui peut très bien lui convenir. Donc peut-être qu'il a un peu décalé son pic de forme, Dorian Godon, par rapport aux années précédentes. Mais Pogacar, ce que j'ai aimé aujourd'hui, c'est que c'était pas le plus fort. Il aurait pu dire, bon, bah, je suis pas le plus fort aujourd'hui, j'ai peu de chances de m'imposer, bon, bah, je vais bâcher un petit peu, et puis je vais rester au chaud à l'arrière du peloton. Ça aurait pu être une idée. De dire oh, bah, je me désintéresse de la course, j'ai 3 minutes d'avance, plus de 3 minutes d'avance au général, c'est bon, hein, personne n'ira me reprendre 3 minutes sur une étape comme ça, donc dans le dernier tour, je le fais pépère et je bâche, bah non, il a pas bâché parce que bah, il a toujours envie de gagner, Pogacar. Il a cette force mentale là, c'est qu'il a toujours envie d'être devant, il a toujours envie de gagner. Je pense que c'est un mec au Trivial Poursuite, faut pas jouer face à lui, hein. Dans la version slovène du Trivial Poursuite, parce qu'il va te pourrir la gueule, hein, avec les camemberts. Au Uno, le mec, si tu respectes pas les règles de Uno, il peut être méchant, Pogacar. Il est peut-être capable de gagner à tout prix au Mastermind, hein. Peut-être qu'il est pas content quand tu joues au toucher coulé et que tu essayes de tricher au toucher coulé. Peut-être qu'il pique des billets dans la banque à la bonne paye. Tu sais, quand les autres partent aux toilettes, baf, c'est lui qui pique les billets de la banque. Mais du côté de Pogacar, tu sens qu'il y a vraiment une envie au niveau mental de toujours être devant, de toujours essayer de s'imposer, de toujours gagner. C'est ça aussi qui fait la différence au bout d'un moment entre des coureurs, je ne vais pas dire lambda, mais entre un coureur moyen et un coureur qui obtient des résultats, c'est aussi cette capacité à toujours vouloir donner le maximum, à toujours vouloir gagner, à toujours vouloir donner le maximum. Contrairement à Nils Politt, lui, il ne se contente pas de la deuxième place. Et ouais, mais c'est ce qui fait la différence. Pogacar, il ne se contente pas de la deuxième place. Lui, ce qu'il veut, c'est gagner. Voilà. C'est son objectif. Et ce qui fait la différence, peut-être, entre un Pogacar et un Politt aussi au niveau mental, sur certaines courses. Mais ouais, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé aujourd'hui sa journée. Puis bon, bien entendu, la semaine a été vraiment très très bonne. Mais là, aujourd'hui, pour moi, c'était pas le plus fort. Je pense que Stephen Williams était plus fort, par exemple, aujourd'hui. Mais il a mieux géré le final. Et je pense qu'il a été très doué là-dessus. Deuxième coureur top. J'ai mis Stephen Williams, voilà, qui finit 4e. Réussir à décoller de sa roue Tadej Pogacar, ça en impose un petit peu dans le monde des punchers. Stephen Williams, qui a presque plus qu'un profil puncher qu'un profil vraiment grimpeur, hein. Parce qu'à l'époque, on le mettait un peu sur les courses par étapes, sauf qu'on voit qu'il est limité, je pense, dans ce domaine-là. Par contre, côté puncher, c'est très intéressant. Déjà parce qu'il a une bonne pointe de vitesse, donc dans les arrivées en petit comité, par exemple à Liège, si c'est un groupe de 6-7 qui arrive dans le final et que vous avez Stephen Williams, ça sera un coureur dangereux, mais aussi parce qu'il a un énorme punch. Là, réussir à décoller Pogacar de sa roue, il faut être quand même costaud, même si Pogacar a fait des efforts, encore une fois, sur cette semaine. Parce que c'était son objectif aussi, hein, il l'a dit en interview, son objectif c'était de se rassurer par rapport à la demi-saison galère qu'il a eue l'année dernière. Donc il voulait vraiment se rassurer, donc faire des efforts. C'est pour ça qu'il a été à l'attaque tous les jours. C'était aussi un objectif pour se montrer à lui-même qu'il n'avait pas perdu son niveau. Et du côté de Stephen Williams, aujourd'hui il a été très très bon. Il avait été bon également sur l'étape 1 hein, avec Nick Schulz parce que il avait dit à Nick Schulz d'attaquer, mais il était bien placé. Il avait bien assisté également dans la roue de Pogacar. Non, c'est pas mal ce qu'il a fait, hein, le coureur britannique. Et on est sur un coureur qui va être à suivre, je pense notamment sur Amstel et Flèche et Liège. Parce que c'est vraiment des courses où on est sur des arrivées sur le plat. Et vu sa pointe de vitesse, ça peut être un coureur très dangereux parce qu'il fait 5 quand même à Villa-des-Quintes. Et oui, hein, dans le sprint où il y a Axel Laurence et tout le tatouin, il fait quand même 5e. Donc ça, c'est très très fort. Et puis, on se souvient de son Tour de Nander, où il avait été costaud également en puncher, en Mount of Tea. Donc c'est un coureur qui a vraiment progressé. Il a déjà marqué plus de points en 2024 qu'en 2023. Au niveau Pro Cycling Stat, hein, le ranking Pro Cycling Stat. Ce qui montre quand même une sacrée différence de niveau. Là, il est déjà à 739 points UCI
En 2023, il en marque 430. Voilà, donc ça confirme aussi sur son année 2024, est parti sur les chapeaux de roue. 30 mars, Grand Prix Miguel Indurain. Donc ça sera pendant la Volta Limbourg Classique. Normalement, moi je fais plutôt Volta Limbourg Classique. Je vais peut-être essayer de faire les deux. Mais c'est pas sûr que j'y arrive. Là, je vous le dis tout de suite. Et du côté donc de Stephen Williams, ensuite Amstel, Flèche, Liège. Donc ça sera au mois d'avril. Ça sera mi-avril où il faudra le suivre parce que je pense que c'est un coureur qui peut vraiment obtenir des résultats sur ces courses-là. Et puis Israël a quand même des très bons coureurs sur ces profils-là. Je pense notamment avec Michael Woods, avec Fuglsang qui peuvent l'aider en tant qu'équipier. Donc c'est un coureur qui peut être très intéressant. Coureur qui avait décidé de passer de Bahreïn à Israël en 2023 et coureur qui avait remporté la Crow Race en 2021. Je crois me rappeler déjà en gagnant dans un sprint en petit comité sur une étape. L'étape de... Il y avait une étape qui était vallonnée, l'étape 5. C'était une journée qui était assez vallonnée et il avait réussi à s'imposer devant Houlgart, Van Dijk, Godson Martin et Alexis Guérin, voilà, qui avait fait top 5 ce jour-là, mais il avait pris 10 secondes d'avance qu'il avait conservé quasiment jusqu'au bout, Stephen Williams. Et il avait battu surtout Simon Yates, par exemple, hein, sur cette Crow Race. Hein. Voilà, c'était quand même pas n'importe quoi. Alors un Simon Yates qui n'était pas au top de sa condition physique, mais c'est un coureur qui a bien bossé pendant l'hiver. Donc j'attends de voir ce que ça va donner maintenant sur les échéances du mois d'avril. Guillaume Martin, je vous avais dit hier, j'étais déçu parce que je trouvais qu'il n'y avait pas d'évolution sur sa condition physique, que c'était un peu compliqué. Alors c'est peut-être l'énergie du désespoir aujourd'hui pour le coureur de la Cofidis, mais au moins il a montré des choses. Voilà. Il a été offensif, il a montré des choses. Il attaque à un tour de l'arrivée. C'est lui qui lance la première banderille au final. Hein. La première grosse banderille, c'est Guillaume Martin. Et je me suis dit, oh putain, il va peut-être le regretter parce qu'il y avait Pogacar qui était dans la roue. Je me suis dit, si Pogacar le compte, ça va être dur mentalement. Et puis Pogacar n'a pas réussi à contrer. Déjà, je me suis dit à ce moment-là, tiens, Pogacar qui contre pas, il n'est peut-être pas si frais que ça au final. Et donc là, il s'est accroché parce qu'il y a 10-15 mètres au sommet, il n'est pas tout de suite dans les roues, donc il s'est bien accroché. Puis dans le dernier tour aussi, parce que je pense qu'il avait pas mal entamé son capital physique. Il arrive en plus à sprinter, à prendre la 3e place. Et en plus, il était un peu bloqué au niveau de son sprint, Guillaume Martin, j'allais dire Martin. C'est pas Tony Martin, c'est Guillaume Martin, qui était un peu bloqué sur la fin de son sprint. Mais sinon, il a fait une très très belle journée, je trouve, Guillaume Martin. Donc c'est un coureur qui a peut-être trouvé enfin un petit peu de forme et surtout ça va lui donner de la confiance pour les semaines à venir, Guillaume Martin, et ça va peut-être lui donner des idées pour Paris-Camembert qui sera son prochain objectif. Ça sera mercredi, ça sera son prochain objectif, parce que Paris-Camembert pour un Normand, alors certes c'est marqué qu'il est né sur Paris, mais il vit en Normandie, Guillaume Martin, ça va être une course très importante. Alors Eddie Finet, il faudra voir parce qu'il est tombé sur la route Orangelle, mais il y aura Oldani par exemple et Anthony Perez également qui pourront obtenir un résultat sur cette épreuve. Voilà, où il y aura Albanese par exemple, il y aura Galvan du côté de Cairns, Pharma. Il y aura encore James Fouché avec du côté d'Auscatal. Il y aura également Charles Planète du côté de Novo Nordisk. Bon, Alexandre Delettre aussi qui pourrait obtenir un bon résultat. Benoît Cosnefroy. Et puis il y aura Clément Davy avec Eddy Le Vitouz et Titouan Fontaine pour la Groupama. Il y aura je dirais que c'est pas la plus grosse start list des épreuves de Coupe de France, mais c'est une épreuve qui a un peu d'histoire. C'est quand même la 85e édition de Paris-Camembert. C'est l'une des plus anciennes courses du calendrier. Et c'est l'une des rares courses qui avait eu lieu pendant la Covid. Elle avait eu lieu à la sortie de la Covid au mois de septembre. C'était l'une des courses de Coupe de France qu'on avait réussi à remettre en septembre. Elle avait été remportée par Dorian Godon. Et Cosnefroy, ça serait intéressant de le suivre, parce que pour le moment, ça a été aussi
Une première partie de saison un petit peu compliquée pour le coureur français. Et puis je termine avec Antonio Tiberi. J'en ai pas parlé de la semaine, donc à un moment il faut quand même que je parle de Tiberi. Même si j'aime pas l'homme, sinon on va quand même peut-être un petit peu le reprocher. C'est quand même une semaine intéressante. Alors c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de Lenny Martinez. Tiberi finit qu'à 31 secondes de Martinez, ce qui fait quand même une belle semaine. Là aujourd'hui, il est encore à l'attaque, ce que n'a pas réussi à faire Martinez. Donc ce qui montre peut-être qu'il a eu un peu plus de fraîcheur physique que Lenny Martinez sur les derniers jours de course. Et puis c'est un coureur qui avait dit quand il est passé chez Bahreïn, quand il a été viré de la Lidl Trek, la Trek Segafredo à l'époque, et qu'il est passé chez Bahreïn, Bahreïn avait dit notre objectif c'est d'en faire un coureur de grand tour. À ce moment-là, quand j'avais lu ça, je m'étais dit ouais, je suis pas convaincu. Tu vois, tu m'aurais dit Tiberi, on va en faire le meilleur coureur de contre-la-montre. J'aurais dit ah oui d'accord, parce qu'il avait déjà montré des choses. Tout de suite, coureur de grand tour, c'était pas forcément évident. Enfin, coureur de course par étape. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il a fait un très très bon résultat. 7ème, je crois, 7 ou 8 du classement général, avec pas mal de top 10 sur cette semaine. Donc ça c'est intéressant, hein. Il est 8ème du général, 8ème de cette dernière étape, 6ème hier, 3ème de l'étape de Port-Aîné. Non, c'est vraiment des très très bons résultats pour le coureur italien, qui ira ensuite sur le Tour des Alpes, Giro, pour lui. Et puis ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il a réussi à résister sur un parcours qui était pourtant vallonné. Je me disais aujourd'hui, on en avait parlé hier de Tiberi, j'avais dit, sur un parcours vallonné, ça va peut-être être compliqué pour lui, il va peut-être avoir du mal à s'en sortir. Et ben non, il a réussi là également à faire du bon boulot. Coureur qui avait fini 8ème l'année dernière du Down Under quand il était chez Trek. Il avait fini également 18ème de la Vuelta l'année dernière, par exemple, comme résultat. Et 7ème de l'UAE Tour, voilà, dans les résultats qu'il avait obtenus. Donc il confirme avec ce bon Tour de Catalogne. Coureur qui a 22 ans, je le voyais un peu plus vieux que ça, mais en fait il a que 22 ans, Antonio Tiberi. Donc il est un peu plus vieux que Lenny Martinez, mais pas beaucoup. On regarde tout de suite les bonnets d'âne. Les bonnets d'âne, je vais continuer dans les bonnets d'âne cette semaine avec la Visma Leasebike. En fait, on s'aperçoit que cette semaine, il y a eu un mauvais choix stratégique en termes d'équipe. Parce que quand on voit, encore une fois, ce que fait Crossbike aujourd'hui, qui est presque le Visma qui est le plus en vue, alors même s'il finit derrière Sepkus, on ne l'a pas vu de la journée. Alors, Uijtdebroek a abandonné. Est-ce qu'il a été pris dans la chute à 40 km de l'arrivée ? Parce que moi, je ne l'ai pas vu dans cette chute-là, mais peut-être que je l'ai raté. J'ai vu encore une fois les Cofidis, mais il a abandonné avant la fin à Uijtdebroek, ou est-ce que juste il était pas du tout dans le coup, ou pris dans une chute auparavant. Parce que j'ai commencé à regarder, il devait être 12h40, un truc comme ça, parce que j'étais en train de manger avant, et j'ai pris, on était à 50 bornes de l'arrivée, voilà, pour tout vous dire. Mais du côté de la Visma Leasebike, la semaine s'est absolument pas bien passée et on a continué à vouloir mettre en avant Sepkus. Hier on a roulé une grande partie de la journée pour un résultat qui a été médiocre, pour le dire de manière peut-être un peu crue, mais c'est médiocre quand même pour moi. Mais encore une fois, je comprenais pas pourquoi ils ont roulé et je vois que j'étais pas le seul. Aujourd'hui, ils ont pas roulé, mais tu t'aperçois que le leader a été mal choisi au départ. C'est-à-dire que tu t'aperçois que Crossbike était pas en mauvaise condition physique. Et peut-être qu'après la première étape de montagne, il aurait fallu un peu changer son fusil d'épaule, sauf qu'on est resté sur le même cap. C'est-à-dire Sepkus, Uijtdebroek, Crossbike, tu feras le larbin pour ces deux-là. Je pense que ça a été très frustrant cette semaine pour Crossbike. Alors il sait qu'il est équipier, mais quand tu es équipier, que tu es plus en forme que tes leaders, et que tu sais que tu t'aurais peut-être pu faire un top 10 sur cette course, et qu'on te demande quand même de faire le larbin, ça fait un peu mal au cul. Surtout que Crossbike, c'est quand même pas n'importe qui. On parle pas de n'importe quel coureur.
Voilà, Kreuzweig, il a quand même un petit palmarès dans sa carrière. Donc c'est sûr que ça doit être un petit peu terrible à vivre. Et c'est là où tu vois que du côté de la Visma Leasebike, cette semaine, on a tout raté. C'est-à-dire qu'on a raté parce que Sepkus n'a pas été performant, parce que Hüttebrook, pour l'instant, n'est pas totalement au top dans cette formation. Mais aussi parce qu'on est resté entêté sur cette idée de mettre Sepkus leader et Hüttebrook et qu'on en a presque oublié Kreuzweig, alors qu'on le voit dès la première étape de montagne que Kreuzweig est pas mal et qui fait du bon boulot. C'est un petit peu une erreur, ce qui doit faire quand même une petite piqûre de rappel à la Visma Leasebike, que ça soit pour les classiques flandriennes, qu'il ne faut pas hésiter à avoir plusieurs cartes, et pas forcément se concentrer que sur un seul leader, mais ce qui ne doit pas faire oublier également les prochains grands tours. Du côté de la Visma Leasebike, ne pas oublier que si on n'est pas au top sur un objectif, et c'est bien de se reconcentrer sur d'autres objectifs parce que sinon on va droit dans le mur. Ce sera un petit peu dommage vu que la saison 2023 a été quand même extrêmement réussie sur les grands tours pour cette formation. Deuxième coureur flop, Mauri Van Sevenant. Alors je sais bien aujourd'hui qu'il y avait Nanda, mais au final Nanda on l'a très peu vu. Il y a quelques années, Van Sevenant sur un parcours comme ça, il faisait top 10. Je faisais top 10. Enfin, top 10, c'est-à-dire que c'était un coureur qu'on allait voir pendant toute la journée, qui allait placer des attaques, qui allait réussir à suivre les meilleurs. Aujourd'hui, Mauri Van Sevenant, pour la Soudal Quick Step, il finit quand même 57e. Pour moi, c'est presque du même niveau qu'Hirschi. En termes de baisse de niveau d'un coup. C'est-à-dire que Mauri Van Sevenant 2020 pète le feu. 2021, pas mal aussi. Gros travail d'équipier. 2022, c'est pas encore catastrophique, mais je trouve que sur certaines courses, c'est moins bien. 2023, là c'est un peu la descente aux enfers. 2024, pour le moment, c'est pas beaucoup mieux. Voilà, 7ème du Tour de Man. Mais bon, on ne peut pas dire qu'il y a une grosse opposition sur le Tour de Man. Et à part ça, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, quoi. Et encore une fois, sur un parcours de ce type-là, si je prends 2022, est-ce qu'il avait fait le Tour de Catalogne? Il avait fait le Tour du Pays Basque. Il avait fini assez loin, mais peut-être qu'il n'était pas leader sur le Tour du Pays Basque. Mais si je prends... il avait fini 14e de la Flèche Brabançonne, par exemple. Bon. On l'avait vu dans des échappées sur le Giro, aussi. Mauri Van Sevenant, 8e du Tour de l'Ain. En 2023, tous ces résultats-là, ils sont compliqués. Et si tu regardes 2021, sur le Tour du Pays Basque, il prend la 11e place. Et encore une fois, son énorme saison 2020 pour un coureur qui était presque inconnu au bataillon, et surtout sa Flèche Wallonne. Mais 2021, il est vraiment bon. Et pour moi, là, ça fait depuis quelques temps que il a complètement disparu, quoi, Mauri Van Sevenant. C'était quand même un coureur qui était super prometteur. Il est de la même génération que Van Gils, que Van Edvelt, il a 24 ans. Sauf que ces mecs-là lui sont passés largement devant. C'est un mec qui a un contrat jusqu'en 2026. Alors ça, c'est aussi le problème des contrats longue durée, mais c'est un peu... Le FEVA, elle aime bien sécuriser certains coureurs avec des contrats longue durée. Je suis pas sûr que ce soit toujours l'idée du siècle, le contrat longue durée. Regarde avec Chris Froome, ou avec Fuglsang, par exemple, chez Israël. En fait, pour le moment, Mauri Van Sevenant, il est nulle part. C'est un coureur qui était quand même profil puncher. Moi, aujourd'hui, est-ce qu'il faut mieux Julien Lafilippe ou Mauri Van Sevenant pour épauler Remco Evenepoel sur le Tour de France? Je choisirais l'option Julien Lafilippe. À l'instant T. Parce que Mauri n'est pas dans le coup. Et ça fait depuis quelques mois que ça dure. C'est un coureur qui était sûr. Enfin, moi, j'étais... avec Covey,
avec Hirschi, c'était des coureurs que j'avais découverts voilà, au moment de la Covid, tout ça. Et je m'étais dit, putain, c'est des super coureurs. Et putain, c'est des coureurs qui peuvent vraiment progresser dans le futur. Covid, maintenant, il fait l'Ardin. Mauri Van Sevenant, c'est un peu pareil. Et ils ont plus de résultats individuels, d'un côté comme de l'autre. Hirschi a toujours des résultats individuels, mais c'est vrai que par rapport au craquito qu'on envisageait en 2020, on se dit que c'est pas exceptionnel. Alors j'ai vu quand même dans les commentaires, on me disait oui, c'est parce qu'en 2020 tu pouvais te doper un petit peu comme tu voulais et c'est plus le cas aujourd'hui. Je suis d'accord qu'en 2020 il y a eu un problème au niveau des contrôles. Il y a eu assez peu de contrôles en 2020 parce qu'avec la Covid, avec le confinement, ça a été un bordel pour les mecs du contrôle antidopage. Mais je me dis quand même que si Marc Hirschi donc, est un coureur qui se dopait, alors soit il se dope avec un produit qu'on n'a toujours pas découvert, c'est la première option. Mais je me dis que s'il se dope par exemple à des produits qu'on a découverts aujourd'hui, il aurait arrêté de se doper juste par peur des contrôles. Moi je pense qu'un mec qui triche, parce que quand tu dopes, ça veut dire que tu triches. Donc par exemple quand tu triches à l'école, le mec qui triche un contrôle d'anglais, il va arrêter de tricher parce que la prof va passer dans les rangs. Non, il va s'adapter. Donc je suis pas convaincu que Marc Hirschi, le fait de dire que le fait qu'il ait plus de performance, c'est le fait qu'il a arrêté le dopage. Si vous considérez qu'il était dopé, je pense que c'est une réflexion qui est pas bonne, parce que pour moi, il aurait eu peur de la suspension de 4 ans. J'ai l'impression que pour le moment, enfin les mecs qui se dopent, ils savent qu'ils prennent ce risque-là. Donc en 2020, ils savaient qu'ils prenaient ce risque-là après les courses. Qu'ils pouvaient se faire contrôler après les courses s'ils performaient. J'ai du mal à y croire. Beaucoup de mal à y croire. C'est-à-dire que soit on considère qu'il était dopé en 2020, et pour moi il est toujours dopé aujourd'hui, soit on considère qu'il n'était pas dopé en 2020, dans ce cas-là il n'est toujours pas dopé aujourd'hui, c'est juste une panne de jambe. Mais dans un cas comme dans l'autre, c'est pour moi une panne de jambe. C'est-à-dire que physiquement aujourd'hui, Marc Hirschi il a du mal. Je rappelle aussi qu'il a eu quand même des soucis de hanche qu'il ne faut pas négliger du côté de Marc Hirschi. Mais pour moi, un mec qui se dope, tant qu'il ne se fait pas choper, il continuera de se doper. C'est le fait de se faire choper qui va engendrer une prise de conscience. Ou qu'un de ses coéquipiers se fasse choper. Sauf que chez UAE, personne ne s'est fait choper. Alors, par exemple, chez Bahreïn, je pourrais le comprendre chez Bahreïn parce que certains ont vu les taux vraiment se rapprocher d'eux. Donc ça commence un peu à faire flipper. Parce qu'ils ont vu, ils auraient... Enfin voilà, si tu considères que certains sont dopés chez Bahreïn, ça aurait pu faire peur, les perquisitions à domicile de certains coureurs, le fait qu'on prenne les programmes d'entraînement, ce genre de choses. Chez UAE, ça n'est jamais arrivé. C'est-à-dire que je vois pas en quoi il aurait eu plus peur en 2024 qu'en 2020. Ouais, il y avait moins de contrôle, mais pour moi, s'il se dope, les contrôles font pas peur à un mec qui se dope. À partir du moment où tu décides de te doper, ça veut dire que tu décides de tricher. Donc c'est-à-dire que tu as déjà franchi la ligne rouge. Quand tu franchis enfin un braqueur, il va pas arrêter de faire des braquages parce qu'il va y avoir plus de flics sur le terrain. Il arrête de faire des braquages parce qu'à un moment, alors soit c'est parce qu'il va voir un de ses potes qui va se faire tirer dessus, soit c'est parce qu'il va se faire choper par la police et qu'il va ensuite comprendre que c'était pas la bonne solution, ou parce qu'il va peut-être avoir un môme ou un truc comme ça, mais qui va arrêter pour une raison, genre l'amour de sa femme ou un truc comme ça. Mais t'arrêtes pas parce que Gérald Darmanin dit qu'il va y avoir 5000 flics qui vont être recrutés. Ça, c'est pas le bon truc. Ça, je pense que c'est pas le... À partir du moment où tu franchis la ligne rouge, tu franchis la ligne rouge. Voilà, après tu reviens plus en arrière. Bon. Donc ça, c'était Mauri Van Sevenant. Et Marc Hirschi en passant. On continue avec... et on termine avec Hugh Carty. On parle quand même d'un mec qui a eu des résultats sur les grands tours. Hugh Carty, lui aussi, depuis le Tour des Alpes l'année dernière, où j'avais cru à un moment un sursaut de Hugh Carty. C'est dur chez UF parce que les deux leaders, que ce soit Hugh Carty ou Carapaz, ils sont quand même pas au niveau.
C'est-à-dire que heureusement que tu as eu du Benelli l'année dernière et des coureurs de ce type-là. Heureusement que cette année tu as du Marin van den Berg. Parce que tes vrais gros leaders pour le général, aujourd'hui ils n'arrivent pas à accrocher vraiment des grands résultats. Alors lui il a fait 6e au Grand Camino, mais ça veut dire derrière Martinez, derrière Egan Bernal par exemple. Sur ce Tour de Catalogne, il finit 84e, alors en n'étant jamais dans le coup. Il va faire le Tour des Alpes et le Tour d'Italie. On verra si au Tour des Alpes, il arrive à rééditer sa performance de l'an dernier. Mais bon, c'est pas fantastique. Hein. Et c'est ça depuis le Tour d'Italie. Parce qu'il avait abandonné sur le Tour d'Italie. Tour de l'Ain, il abandonne. Tour d'Espagne, 23e. Alors il avait repris un petit peu du poil de la bête au Tour de la bête autour de Ganzi, mais bon, c'était en fin de saison. Il n'y avait pas vraiment d'opposition notable sur cette course-là. Enfin, c'était au général, il se fait battre par Milan Vader, Rochas et Taneter. Donc bon, c'est quand même pas exceptionnel. Ouais, non, c'est difficile pour le moment. C'est difficile pour ce coureur qui est un peu nulle part depuis 1 an et demi, et puis même un peu d'avant, hein, parce que c'est vrai que 2023, 2022, ça avait été aussi un peu compliqué, hein, 25e du Tour d'Espagne. Bon, sur le Tour d'Italie, il avait fini 9e, mais jamais vraiment dans le coup en montagne. Il avait pris beaucoup d'échappées pour finir à cette place-là. Ouais, c'est un petit peu dommageable pour le moment la carrière de Hugh Carty, qui avait fini 3e du Tour d'Espagne 2020, mais je rappelle que c'était un Tour d'Espagne qui était très particulier sur 18 jours, qui s'était déroulé très tardivement dans la saison, avec des conditions climatiques qui étaient très difficiles, parce qu'on courait, je rappelle, fin octobre, début novembre, sur ce Tour d'Espagne, donc voilà, il faisait très frais, et c'était bien plus tard que d'habitude, donc ça changeait quand même pas mal de choses, et il y avait pas mal de leaders qui n'avaient pas fait le déplacement, hein, sur ce Tour d'Espagne. Il y avait quelques leaders, voilà, qui n'étaient pas là, du fait que les conditions climatiques étaient quand même éprouvantes et difficiles. Bon, eh bien j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Production. Ciao ciao.